Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien reçoit aujourd'hui M. Tawfiq Hasni, consultant en transition énergétique. M. Tawfiq Hasni, qu'on a souvent le plaisir de recevoir chez nous à Radio M, parce que avec lui, nous allons dans le détail et de manière précise, et ça éclaire beaucoup nos auditeurs. M. Tawfiq Hasni, bonjour. Bonjour à vous. Alors, COP21, la semaine dernière, à Paris, des résolutions importantes. Finalement, un accord, à l'inverse de ce qui s'est passé à Copenhague 5 ans au préalable. Cet accord sera contraignant. Il vise à faire en sorte que l'activité humaine génère moins d'émissions de gaz carbone afin de réduire la température à une augmentation inférieure à 2% dans les prochaines années. Cela signifie beaucoup de contraintes. Est-ce que cela a une conséquence pour l'Algérie, M. Tawfiq Hasni? Bien, pour répondre à cette question, encore faut-il savoir quels sont les engagements du pays en la matière. Je vous laisse les rappeler. Je pouvais les rappeler, mais je préfère que ce soit vous qui le fassiez. Bon, je pense que il est prévu effectivement de contribuer à une baisse de 5 à 7%, je crois, des émissions. Et pour cela, comment traduire cela de façon précise? Je pense que la seule information que j'ai pu avoir, c'était de noter quelles sont nos émissions aujourd'hui. Hein. Alors, si je me reporte à un rapport mondial, le Global Carbon Project, alors ils disent qu'il y a déjà une légère hausse des émissions, 2,8%, et que l'Algérie est le 33e pays en termes d'émissions, et que nous émettons pratiquement 143 millions de tonnes, ce qui représente par habitant 3,8 tonnes. Donc, c'est quand même appréciable. Voilà. Alors, comment réduire ça? Pour l'instant, on fait référence à un programme d'énergie renouvelable. Je crois que c'est ça. Combiné à une meilleure efficacité énergétique. C'est vrai. On ne le dira jamais suffisamment. Oui. Commençons déjà par ne pas gaspiller autant les énergies carbone. C'est la première manière de ne pas en émettre dans l'atmosphère. Oui. Pourquoi je n'ai pas insisté sur l'efficacité énergétique? C'est que déjà, ça fait combien d'années que nous menons une politique d'efficacité énergétique sans résultat. Merci pour l'appui. Hein. C'est des amis avant tout. Et je comprends toute leur frustration pour savoir qu'il ne peut y avoir aucune efficacité énergétique si on ne touche pas à la poche. Ça, c'est prouvé de par le monde. Et on leur a fait dépenser beaucoup d'argent. De sensibilisation, etc. Mais cela n'a pas d'effet. Voilà. Donc, c'est pour ça que Alors, ce que vous objectivement, appelez la cloche, ce qui peut être maîtrisable vraiment à court terme, ce serait certainement la transition énergétique qui devienne efficace et qui devienne, je dirais, effective. Alors, et c'est là où nous sommes amenés à parler de tout de ce qui est... Monsieur Hasni, vous parlez pour être efficace dans la tentative de réduire les émissions, il faut agir sur les prix. La loi de finances de 2016 commence à le faire sur le carburant et sur l'électricité. Quelle est votre appréciation de cette mesure, donc de premier réajustement? Je pense qu'une mesure comme ça, qui n'est pas reliée à toute une vision, peut être très mal comprise, d'abord. Et surtout, elle n'aura pas l'adhésion voulue de ceux qui auront à contribuer. Ceux qui doivent contribuer, c'est avant tout la population, tout le peuple algérien. Et il faut le convaincre.
en lui disant la vérité, on pourra plus facilement le faire adhérer à cette approche-là. La crise nous touche tous. Je pense qu'il faut avouer que nous sommes dans une crise qui est très grave et qui est doublée en plus de ça par des motivations et des menaces sur l'économie, sur le pays, qui n'ont jamais été aussi forts que ces derniers temps. Alors, réduire de 5 à 7% les émissions de gaz carbone par l'Algérie dans le cadre de ses engagements de la COP 21. Un premier levier, on vient d'en dire un mot, c'est l'efficacité énergétique, utiliser moins d'énergie pour les mêmes utilisations, les mêmes tâches, le même niveau de production. L'autre volet, c'est de générer de l'électricité autrement. Oui. Voilà. Oui. Et sur ce plan-là, générer de l'électricité autrement, il y a un programme ambitieux, 22 000 mégawatts, qui est celui du ministère de l'Énergie, et sur lequel nous n'avons pas de visibilité sur l'application. Absolument, absolument. On en est où avec ce programme ? Ben écoutez, la dernière information, c'était la semaine passée, lorsqu'on nous a appris le démarrage donc, d'une nouvelle unité de production d'électricité à partir de photovoltaïque. Et on était très enthousiastes lorsqu'on parlait de ça. Mais j'ai réduit facilement mon enthousiasme en voyant la capacité qui a été installée. C'était 1,1 mégawatt. Et c'était lors d'une émission avec nos amis de la chaîne 3. Et ma réaction a été de dire, est-ce que vous avez noté d'abord la capacité ? J'ai été obligé de le rappeler. Et en leur rappelant aussi que notre programme prévoyait près de 22 000 mégawatts pour les besoins locaux. Monsieur Tawfiq Hasni, nous avons reçu il y a 15 jours ici Monsieur Nordine Yessa, directeur du CDER, à qui nous avons fait observer effectivement que la capacité de cette unité était faible. Et il nous avait dit qu'il y en avait d'autres qui arrivaient, qui avaient des unités des capacités un peu plus fortes, et qu'on en était encore à la phase où il fallait faire la remontée d'expérience sur ce type d'unité qui utilise une filière technologique particulière avant de passer à des unités plus importantes. Vous en dites quoi ? Je suis d'abord surpris que lorsqu'il faut parler des acquis, on intègre la centrale solaire thermique de Hassi El-Mel, mais lorsqu'on veut parler des résultats, il y a comme un masque qui se met. Aucun journaliste n'a pu faire une émission sur la centrale thermique de Hassi El-Mel. Personne n'en a parlé. Ni pour dire qu'elle a démarré dans les délais et qu'elle tourne normalement. Alors, je rappelle que la centrale thermique de Hassi El-Mel, centrale CSP, a été réalisée par NIL, dont vous étiez cofondateur et président, et elle a permis de créer donc une capacité de génération avec 25 mégawatts en solaire. Exactement. Associée, c'est l'hybridation, associée avec du gaz. Elle devait nous servir de pilote pour passer ensuite à des centrales solaires avec une part solaire qui devait atteindre les 70% et la part gaz, ce devait être le 30%, mais du gaz torché, autrement dit, du gaz qui est brûlé actuellement pour rien. Alors, on a l'impression quand même que dans le programme du renouvelable en Algérie, cette montée en puissance du CSP, donc du solaire thermique concentré, a été abandonnée au profit du photovoltaïque, puisqu'on ne parle plus que du photovoltaïque. Absolument, puisqu'on est allé même jusqu'à dire qu'on bloque les centrales thermiques, solaires thermiques, jusqu'à 2020. Pour une raison que je ne comprends pas, c'était que c'était trop cher. Et ma première réaction était de dire, connaissez-vous le tarif, le prix de cession de l'électricité de la centrale solaire thermique de Hassi El-Mel ? Personne n'avait le chiffre. Donc, ça veut dire qu'on ne voulait pas réellement connaître l'expérience. Alors, je vous le répète, aujourd'hui, ils vendent à 3,5 dinars le kilowattheure. Et les prix de Sonelgaz, les prix sans subvention, c'est le ministre des Finances qui les a donnés, si vous avez noté la dernière fois, son intervention, il avait dit que 60% de prix de l'électricité est subventionné. Si on sait
qu'aujourd'hui, le prix de cession de son gaz, c'est 4 dinars, ça veut dire que le prix réel est de 10 dinars le kilowattheure. Oui. Comment peut-on me dire que la centrale solaire de Hassi El Mel est trop chère? Alors, ce parti pris technologique, personne ne l'a vraiment assimilé. On voit bien qu'il avance sur le terrain. Vous pensez qu'il va retarder la mise en œuvre, la montée en puissance de ces 22 000 mégawatts que l'Algérie attend pour 2030? Je dis plus. Je dis qu'avec le programme actuel, qui est fondamentalement avec du photovoltaïque à plus de 50%, on ne pourra jamais atteindre les 40%. Les 40% de production électrique Absolument. d'origine verte. D'origine verte. Parce que Parce que la capacité arrêtée, le photovoltaïque ne fonctionne que 3000 heures maximum par an. Alors que les centrales hybrides, elles peuvent fonctionner toutes H24. Parce que oui, pour préciser à nos amis auditeurs, Monsieur Hasni, vous êtes aussi partisan. Vous êtes partisan du concentré solaire thermique associé au gaz, donc hybridé avec le gaz, ce qui permet de générer de l'électricité en continu. Alors, la même formule peut être faite aussi avec... non, elle ne peut pas être faite avec le... Par contre, pas avec solaire. Le photovoltaïque, ça ne peut pas être... Le solaire thermique peut fonctionner aussi, même H24, avec un stockage de chaleur dans du sel fondu. Et ça fonctionne dans le monde. Déjà. J'en profite pour dire que c'est ce que les Marocains ont choisi de faire Exactement. à Ouarzazate. Absolument. Avec la centrale de Ouarzazate. Dans la première tranche, va être livrée dans les semaines qui viennent. Exact, oui. Et dans le modèle, vous pouvez nous le rappeler? Alors, le modèle, c'est totalement similaire à la centrale de... Ils ont fait un copier-coller de la centrale de Hassi El Mel qu'ils ont reproduit là. Ils ont démarré avec 150 mégawatts, la capacité que nous avions à Hassi El Mel. Hein. Oui, avec quand même... Pas d'hybridation, il n'y a pas de gaz. Voilà. Il n'y a pas de gaz. Mais c'est pour ça qu'ils sont en train d'acheter du gaz pour leur future centrale. Je pense qu'ils seront hybridés. Parce qu'il est très facile après de pouvoir hybrider une centrale solaire thermique. Vous rajoutez simplement... J'ai entendu dire des responsables, je crois que ce sont des anciens de Sonagaz, qui disaient qu'il valait mieux aller directement, quitte à faire du CSP, et qu'il valait mieux aller directement à des centrales tout solaires. Parce que c'était pas bon d'immobiliser des capacités de gaz qui n'étaient là que pour pallier à l'absence nocturne de la génération électrique par le soleil. Oui, attendez. Là, on est en train de parler d'un autre problème. Lorsque les gens de Sonelgaz vous disent ça, c'est qu'ils sont obligés aujourd'hui de maintenir des capacités de production juste en sécurité la nuit pour couvrir ce qui n'est pas produit par le photovoltaïque et l'éolien. Donc, lorsqu'on parle d'hybridation pour le solaire thermique, il faut savoir que le solaire thermique peut se passer de l'hybridation, d'abord. Et si on va vers l'hybridation, c'est que l'hybridation coûte cher. Avec la non-hybridation, autrement dit, avec le stockage. Le stockage d'énergie coûte cher. On peut dire que c'est une technique... Alors, nous, notre approche, c'était de dire, puisque nous avons du gaz torché, on n'aura pas dit qu'il faut utiliser le gaz naturel. Hein. On parle d'hybridation avec, autrement dit, du gaz qui est déjà brûlé, pour rien. Nous, on dit, on va d'abord contribuer à la réduction des émissions de CO2, puisque ce gaz qui était brûlé comme ça, vous savez que théoriquement, les producteurs de pétrole et de gaz sont obligés de payer une taxe pour tout le gaz qui a été brûlé. Et ça peut représenter 8 000 dinars, les 8 dinars le mètre cube, pratiquement. Hein. Et ceci, on nous dit qu'on appelait. Ceci n'est pas payé aujourd'hui. Et ça va le devenir. Bon, écoutez, c'est comme toutes les... le texte existe, la loi existe. Oui. Non, mais alors, je veux dire, c'est les contraintes de COP21, avec la taxation des émissions de carbone. Aujourd'hui, les gaz torchés rentrent dans le bilan carbone de l'Algérie. Bien sûr.
Bien sûr. Alors nous, ce qu'on dit, on va d'abord vous faire économiser cette taxe que vous devez payer en dinars. On va réduire les CO2 et on va vous permettre d'économiser du gaz naturel que vous êtes en train de brûler aujourd'hui dans vos turbines à gaz. Est-ce que ça ne crée pas une contrainte géographique? Est-ce que ça ne veut pas dire que l'emplacement de ces centrales thermiques solaires ne peut être que près des champs de gaz torché? Il ne faut pas oublier une chose. Un gisement, lorsqu'il arrive à sa fin, vous savez qu'il peut rester, pour le pétrole, il peut vous rester plus de 60% encore. Pour le gaz, il vous restera à peu près 30%. 30% de 4 000 milliards de mètres cubes, c'est beaucoup de gaz. Vous ne pourrez pas les transporter. Donc vous allez être obligé d'aller les consommer sur place. Et les petits champs marginaux qu'on appelle dans le Grand Sud, ils ne sont pas exploités parce que c'est des tout petits gisements et ça ne vaut pas le coup de les transporter. Donc vous proposez d'utiliser ce gaz-là pour générer en hybride, tout simplement. Il faut être logique. Ils serviront à cela. Donc au lieu de transporter du gaz, je transporte de l'électricité. Et c'est moins cher de transporter l'électricité que de transporter du gaz, ça vous le savez. Oui. Alors ça pose quand même, on va transporter pour la consommation domestique dans le Nord. Et on va transporter, on voulait aussi à un moment donné transporter pour le marché européen. Alors Desertec nous a fait rêver avec cette possibilité de vendre l'électricité verte à l'Europe. Là aussi, il y a eu un revers. Il y a eu un revers parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de voix qui sont élevées en disant écoutez, ils veulent encore nous coloniser, en venant exploiter pour rien notre soleil. Dès que l'instant, déjà, pour attirer un investissement dans ce domaine-là, qui est très capitalistique, il faut faire beaucoup de chats. Alors, si vous commencez par avoir un refus, comment voulez-vous que ça puisse réussir? Mais c'est aussi parce que l'Europe, la consommation d'électricité en Europe s'est mise à stagner ces dernières années. Sa croissance était extrêmement faible. Et la capacité de générer de l'électricité verte en Europe s'est améliorée. Écoutez, on est toujours en train d'appliquer à une conjoncture une analyse qui tombe, qui est remise en cause dès l'instant où on approche un moyen terme. La consommation d'énergie sera toujours en croissance, d'une part. Maintenant, ce qui est encore plus certain, qui se confirme avec la COP21, c'est que dans le mix énergétique, l'électricité va dépasser les 80%. Qui aide aux transitions énergétiques pour les pays du Sud. Elle a le droit elle est considérée comme riche. Attention, ceux qui disent que c'est riche, c'est nous. Hein. C'est nous qui disons que nous sommes riches, que nous sommes à l'aise, qu'on n'est pas en crise. Tant que vous dites ça, c'est vrai. Oui ou non? Oui. Comment vous ne pouvez pas être plus riche que nous? Si vous dites, moi je suis riche, je suis très bien, je n'ai pas de problème avec cette crise. Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne de l'argent? Donc vous pensez que la renégociation que les Algériens demandent de l'accord d'association avec l'Union européenne est une opportunité pour introduire un accès au réseau électrique européen? Voilà. Et pour faire financer les interconnexions qui partiraient depuis le sud de chez nous jusqu'à l'entrée en Europe. Est-ce que cette idée est dans l'agenda de la négociation algérienne, côté algérien? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Est-ce que c'est la première fois qu'on en parle? Pour l'instant, c'est la première fois que j'en parle. Donc vous nous dites, d'accord, donc vous nous faites le plaisir et l'honneur de faire une proposition stratégique parlant interconnexion électrique dans le cadre d'un package et avec un l'Union accès au européenne. marché par un accès au marché électrique. Voilà. Vous y croyez-vous à une commande européenne d'électricité verte? Je peux vous dire que on n'a qu'à accepter d'aller dans des discussions dans ce cadre-là, et le cadre est défini et pour pouvoir aboutir. Moi, je pense que c'est possible. Alors, il y a des spécialistes qui disent que pour pouvoir prétendre à l'accès au marché européen, il faut être en dessous des 20-18 cents le kilowattheure. Est-ce que vous pensez que l'aimant électrique algérien, l'exposition au soleil, peut permettre de vendre à ce prix, être compétitif et se placer sur le marché européen? Absolument. J'ai eu à en discuter avec des experts européens concernés qui connaissent bien le domaine. Et je peux vous dire que notre présentation qui arrivait à prouver qu'on pouvait
en démarrant avec les hybrides gaz torché, à être à moins de 10 centimes de dollars le kilowattheure en production. En production. Donc, en le transport, si vous ajoutez 4 à 5 dollars, ça vous ramène en dessous des 18 centimes d'euros pour lesquels les Français à l'époque étaient prêts à acheter de l'électricité au Maroc. 18 centimes d'euros sur des points d'entrée en Italie et en Espagne. En Espagne, en Italie, mais on peut même penser, si vous mettez si la Corse est française, ça peut arriver aussi en Corse. Hein. Par l'Italie, vous passez aussi par la Corse. Et par l'Espagne, vous atteignez aussi la région PACA qui est déficitaire en énergie électrique aujourd'hui. Alors, ceux qui nous ont fait les premiers rêver sur ce modèle-là, c'était Desertec. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, Desertec ? Bon, Desertec a fait aussi sa mutation en fait. Je pense qu'on a fait le pas entre un lobby qui voulait développer une coopération entre les pays du Nord et les pays du Sud pour le développement de l'énergie solaire pour la génération électrique et le dessalement d'eau. C'était ça. Avant Desertec, j'étais dans le groupe d'experts qui travaillait sur ça. Et lorsque Desertec a été créé pour être l'outil de mise en œuvre de ces idées-là, je me suis en fait un peu retiré, il faut l'avouer. Mais dernièrement, il y a eu une refondation de Desertec. Et aujourd'hui, les leaders dans Desertec sont, je dirais, beaucoup plus des investisseurs que des experts qui discutent toujours de ces idées-là. C'est des investisseurs. Vous avez les Saoudiens avec Aqua. Il y a l'entreprise nationale, l'équivalent de la CREG chinoise. Et vous avez un des plus grands producteurs d'électricité allemands, RWE. Alors, Desertec 2, enfin, le nouveau Desertec, c'est mondialisé par rapport à un Desertec 1 qui était plus euro-allemand, ou allemand-européen. Voilà, c'est ça. Et il est toujours, donc, demandeur d'une électricité verte, toujours derrière ce projet d'une électricité verte qui vient de la rive sud Méditerranée. Exact. Vous n'avez qu'à prendre le modèle marocain. C'est Aqua qui a réalisé les plus grands investissements au Maroc. Aqua est aussi en Afrique du Sud et un peu partout. Donc là, les Saoudiens ont bien compris. Les déclarations de M. Naimi, le ministre du pétrole saoudien, il a dit nous allons être les leaders dans le domaine du solaire. Oui. Destin qui était prévu pour l'Algérie. Alors, pour finir quand même par une note optimiste, est-ce que vous pensez que la nouvelle conjoncture qui fait que l'énergie carbonée est taxée, qu'elle va être de plus en plus taxée, que les revenus du pétrolier ont baissé, on ne peut pas subventionner, on ne peut plus d'ailleurs, la loi de finances 2016 a commencé un mouvement d'ajustement. Est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle pour engager plus rapidement une transition énergétique en Algérie qui se repose plus sur les énergies renouvelables ? Ou est-ce qu'il faut qu'il se passe encore quelque chose de plus grave ? En fait, c'était ça mes questions, pour qu'on démarre. C'est une bonne question. La réponse n'est pas évidente, vous vous en doutez, parce que prédire quelle va être la volonté politique reste difficile. Moi, en tant que technicien, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons pouvoir transformer les menaces en opportunités. Nous avons les moyens de transformer ces menaces en opportunités. Les premières menaces, c'est notre dépendance des hydrocarbures. Vous avez bien dit, la rente qui était peut-être le quart de ce que récupéraient les pays consommateurs, autrement dit, notre rente à nous, on ne récupérait que le quart. Avec les prix actuels et la mise en place d'une taxe carbone, on va descendre à pratiquement une rente de presque zéro. Ce sera la marge commerciale. Et c'est là où, je pense, ça devrait être positif pour se poser la question, comment diversifier ?
Alors, comment diversifier? Il y a d'abord à arrêter le gaspillage. Il faut comment arrêter le gaspillage, comme je vous l'ai dit, il faut revoir les tarifs, cibler les subventions pour permettre à ce que la consommation puisse diminuer de moitié. Vous savez que ça peut représenter. Hein? Actuellement, la consommation des ménages, c'est 60% de l'électricité. La norme, c'est 30%. L'industrie qui consomme moins de 10%, dans un pays en développement à 7% de croissance, comme on est en train de le dire, devrait prendre 45% de cette consommation globale d'électricité. Voilà. C'est ça la norme mondiale. Donc les plus grands gaspilleurs, ce sont les ménages. Absolument. Donc, vous voyez un peu quels sont les défis qui nous attendent. Oui. C'est des menaces en même temps. Alors, maintenant, pour pouvoir transformer ça en opportunité, c'est de dire aux gens, ça, on va augmenter. Mais on vous promet qu'on est en mesure d'assurer le développement de ces pays avec 7% et même à 10% de croissance. Mais il faut qu'on arrive à les convaincre tous. C'est un débat entre tous les experts pour arriver à cela. Et on va être amené à cibler quels sont les secteurs, les créneaux porteurs. En dehors de l'agriculture, j'en parle pas, mais l'agriculture aura besoin d'énergie et elle aura besoin d'eau. Nous sommes en train de dire que l'énergie, ce sera le solaire et le solaire thermique, parce que l'agriculture, c'est au sud qu'il faudra la développer. L'eau, moi je maintiens toujours, c'est l'eau de mer qu'on ramènerait de Tunisie par canalisation et dessalée avec du solaire thermique. Nous produirons une eau inférieure en coût à celle qui est traitée par osmose. Alors, avec ça, vous allez pouvoir redémarrer un secteur. Pour cela, il vous faut une industrie solaire qu'on peut développer. Le solaire thermique est une industrie qui peut s'intégrer à plus de 70%. Les Égyptiens nous l'ont prouvé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui restera? Il restera aussi un autre secteur, ce sera la pétrochimie. C'est un autre débat. Voilà. En fait, j'avais envie de dire, ce qui restera, il restera la volonté politique de mettre tout ça en œuvre. C'est ce qui manque le plus. Merci beaucoup, Monsieur Tawfiq Hasni, consultant international en transition énergétique. Merci d'avoir été l'invité de l'entretien.